Jean-François Geneste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci pour cette invitation. Selon le Canard enchaîné, Catherine Earle, ancienne responsable de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants US, a posé des questions sur une éventuelle dépendance de l'industrie nucléaire française à l'égard de l'industrie russe, en particulier sur le volet du cycle du combustible. Et pour les Américains, il s'agit surtout, bien sûr, du versement de royalties et les raisons pour lesquelles la guerre en Ukraine n'a pas freiné, voire annulé le projet. Alors, qu'en pensez-vous de cette démarche américaine alors que les États-Unis eux-mêmes dépendent de la Russie à 30% de leur production électronucléaire, vu que elle importe justement 30% de son uranium enrichi de Russie qui est utilisé dans la production électronucléaire. Vous voyez, comme toujours, si vous voulez, pardon, les États-Unis se comportent en suzerain jaloux de ses prérogatives. Donc, c'est une tentative supplémentaire de limiter la puissance de leurs vassaux. Et a priori, si j'ai bien compris, hein, ils essaient de devenir eux-mêmes indépendants de la Russie. Ça va leur prendre un peu de temps, bien entendu, mais ils veulent surtout l'hégémonie totale sur un secteur qui est considéré à raison, par ailleurs, comme stratégique, mais dans leur sphère d'influence au minimum, sinon mondiale. Mais je crois que pour l'aspect mondial, ça sera un peu raté compte tenu des événements actuels. Donc, néanmoins, avec le développement a priori du nucléaire russe en Afrique, l'Europe ne sera bientôt plus que le cadet de leurs soucis, hein, puisque on a vu fleurir les projets de centrales nucléaires russes dans la zone sahélienne d'Afrique. Je rappelle d'ailleurs, il y a une centrale de 4 réacteurs qui est en construction déjà en Égypte et qui va fournir un peu plus que le 50% de l'électricité du pays. Oui, oui, absolument. Donc, si vous voulez, je pense qu'ils vont avoir d'autres chats à fouetter que les seuls Européens de l'Est, hein, puisque on parle pour les VVER de fournir les pays d'Europe de l'Est qui avant étaient sous zone d'influence soviétique et qui ont donc des technologies ex-soviétiques pour leurs centrales nucléaires. L'américain Westinghouse, donc c'est la grande firme, un peu l'équivalent d'Areva en France ou d'Ornano, Orano, pardon. Alors qui s'est lancé depuis 2014 dans la fabrication des assemblages combustibles hexagonaux. Donc, il est parvenu en 2023 à produire un combustible de sa conception capable d'alimenter les réacteurs dont on vient de citer des pays de l'Europe de l'Est. Et puis, on a l'Ukraine est le premier pays à être livré par les Américains en septembre dernier. Alors, lors d'une déclaration au point, le vice-président du business unit combustible de Framatome, Lionel Gueff, affirme que nos clients, ça sous-entend est-européens, nous l'ont dit clairement. Ils ne souhaitent pas passer d'un monopole russe à un monopole américain. Et la Commission européenne soutient ce projet qui maintient une concurrence en Europe et permet une solution à 100% européenne et souveraine. Voilà qui est dit clairement par les clients qui sont censés acheter ces assemblages combustibles. Alors, Jean-François Geneste, encore une fois, qu'en pensez-vous? Et là, sommes-nous en train d'assister au même scénario de remplacement du gaz russe par le gaz de schiste US après le sabotage des Nord Stream? Et puis, la question fondamentale, parce que les dirigeants européens n'arrêtent pas de passez-moi l'expression, de fanfaronner sur ça, sur la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté énergétique, la souveraineté industrielle et la souveraineté militaire, l'initiative stratégique européenne. Et là, justement, s'ils se laissent faire sur ce point-là, euh, quid de la souveraineté européenne, justement, de la souveraineté énergétique européenne? Oui, alors déjà, si les Européens ont vraiment dit ce qu'a déclaré Monsieur Gueff, moi, c'est une très bonne surprise pour moi. Si vous voulez, c'est même une grosse surprise, je dirais, parce que ils ne nous ont pas habitués à cela, nos chers pays d'Europe de l'Est, notamment en termes de commandes militaires. Hein, ils nous ont habitués à être beaucoup moins nuancés.
Hein, je serais curieux de savoir ce qui les a amenés à ce positionnement sur l'énergie nucléaire, car encore une fois, par exemple, concernant le F-35, et objectivement, c'est un avion déplorable, je pèse mes mots en disant déplorable, ils sont bien moins regardants. Donc, je ne sais pas quelle mouche les a piqués et j'ai du mal à y croire. Mais bon, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous dit. On verra Oui, bien. Pour ce qui concerne le parallèle avec le sabotage des Nord Stream et l'imposition du gaz de schiste, alors ce point de vue est intéressant. Honnêtement, je n'y avais pas pensé, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais néanmoins, si Framatome et Rosatom travaillent bien main dans la main, ils vont offrir aux centrales VVER un combustible qui sera adapté, puisque ça sera comme le combustible originel, entre guillemets, ouais, ouais. soviétique, alors qu'on est en droit de penser que celui de Westinghouse est moins adapté. Et il donnerait peut-être pas, de mon point de vue en tout cas, à première approximation, hein, je ne connais pas le détail, mais il ne donnerait potentiellement pas le combustible de Westinghouse les mêmes garanties de sécurité, puisqu'il n'aura pas été conçu originellement par les gens, par les concepteurs des centrales. Pour ce qui Ouais, ouais. concerne maintenant la souveraineté énergétique européenne, on est très loin du compte. Vous parlez de souveraineté énergétique, alors là, ça serait plutôt de la souveraineté européenne nucléaire, mais il faut prendre en compte le mix énergétique total, Absolument, global. absolument. Bon, il n'y a pas que le nucléaire, hein, et il est clair que le nucléaire, c'est un pas important. Comment dire, s'il se généralise en Europe, c'est pas gagné avec les Allemands, on verra ce qui se passe, mais c'est un pas intéressant, avec plus d'indépendance, je dirais. Oui. Mais enfin, quant à l'indépendance totale, ça, c'est pas imaginable aujourd'hui. Je voudrais enfin rajouter un commentaire pour l'Afrique, hein, qui, de fait, pour elle, ce point-là de développement entre le franco-russe, donc avec Framatome, Rosatom, est intéressant pour eux parce que ça va leur donner, pour leur centrale construite par les Russes, deux sources d'approvisionnement. Et c'est toujours mieux d'un point de vue commercial de ne pas être monosource. Oui, oui. Donc je pense que pour eux, c'est intéressant aussi. Voilà, C'est même d'un point de vue de souveraineté de ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, exactement. parce que si le fournisseur se fâche, on risque de ne pas avoir de protéines dans son plat. Exactement. Bien. Alors, pour continuer justement dans le même élan, maintenant, on aimerait bien comprendre, expliquer l'enjeu, comment il est fait, et essayer de tirer au clair tout l'ensemble de cette politique américaine. Alors, en juin 2022, on a l'école de guerre économique de Paris a publié une enquête sous le titre Rapport d'alerte, ingérence des fondations politiques allemandes et sabotage de la filière nucléaire française. C'est un rapport qui est très important parce que ce rapport détaille, selon ses rédacteurs, la politique d'influence allemande pour amputer l'économie française de son avantage comparatif de compétitivité le plus stratégique, et jouant donc sur l'inculture, disons les choses comme elles sont. Je m'excuse encore une fois, passez-moi l'expression, sur l'inculture scientifique et technologique, aussi bien des dirigeants que de pans entiers de la population. Et on a le fer de lance, justement, de cette stratégie allemande, comme le détaille le rapport de l'EGE, est un réseau de fondations politiques financées à coût de centaines de millions d'euros et agissant à l'ombre du regard donc indiscret des médias. Et puis, suite à l'enquête publiée par Le Point, donc ce qui nous intéresse ici, des milliers d'opposants ont manifesté justement euh, contre leur colère contre cette usine qui a été ouverte par Framatome et Rosatom en Allemagne pour fournir l'Europe de l'Est avec des assemblages combustibles hexagonaux. Alors, la question, Jean-François Geneste, alors que l'étendue des dépendances énergétiques dans lesquelles se sont enfermés à la fois l'Europe et les États-Unis, même parce qu'ils dépendent à 30% de leur parc nucléaire, dépend à 30% dans son uranium enrichi de la Russie. Et là, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, ne cesse de s'aggraver cette indépendance. Et ne serait-il pas mieux, ma question, pour les Européens de penser à leur indépendance et souveraineté énergétique en maintenant la coopération nucléaire avec Moscou? En plus de ça,
moi je rajouterais, ainsi que pour qui travaille les chefs d'État comme français ou allemands. Ils roulent pour qui? En jouant l'escalade avec la Russie, parce que, notamment pour les Allemands, donc c'est un rapport de l'EGI, il montre vraiment comment la politique allemande tente de saboter le nucléaire français. Moi, la question qui me vient aussi à l'esprit, est-ce qu'en sabotant le nucléaire français, l'Allemagne ne s'est pas auto-sabotée aussi? Elle a même scié la branche sur laquelle elle pourrait s'asseoir et s'appuyer sur le nucléaire français. Sur l'aspect que vous venez d'aborder maintenant concernant l'Allemagne qui s'auto-saboterait, si vous voulez, le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils pensent Europe, pensent que c'est une alliance où tout le monde est ami et où tout le monde fait son possible pour améliorer le bien commun. Et c'est pas ça du tout. L'Europe, c'est un assemblage de gens qui sont rivaux et qui essaient de prendre le leadership. En fait, c'est une prolongation politique des Premières et Deuxième Guerres mondiales, où il y a un peuple qui veut prendre l'ascendant sur l'autre, et l'Allemagne a tout fait pour le faire. Elle a en partie réussi, et d'une certaine façon, avec la perte des gazoducs Nord Stream dont vous parliez tout à l'heure, elle a, comment dire, elle est revenue un peu en arrière et à la case départ. Mais bon voilà, enfin, il ne faudrait pas croire que l'Europe est une entité où tout va bien et où tout le monde est gentil et où tout le monde travaille pour le bien commun. Les gens ne travaillent que, enfin les gens, entre guillemets, les États ne travaillent que pour eux-mêmes, malheureusement, et pour prendre l'ascendant sur les autres. Ensuite, je voudrais faire une allusion, si vous me le permettez, au sujet là, qui était initial dans votre question, dans votre présentation, et pour vous donner une anecdote que j'ai vécue dans ma vie professionnelle hein, quand je travaillais dans Airbus. D'accord. Alors, comme tous les dirigeants, hein, j'ai eu des cours de sécurité, bien entendu, pour identifier les ingérences étrangères, comme on dit aujourd'hui. Ouais, Donc, je ne peux pas donner, par exemple, tort à Monsieur Fillon, vous savez, qui a été ancien Premier ministre français, qui a été interviewé par l'Assemblée nationale il y a quelques mois, et qui a déclaré que ceux qui s'ingèrent le plus dans la politique française et européenne sont les États-Unis. Hein, c'est ouais. d'ailleurs pour ça que j'ai quitté Airbus en son temps. Mais dans ces cours, il m'avait été clairement signifié que le pays qui espionnait le plus la France était l'Allemagne. Donc ça, il faut voir que c'est donné par les services, entre guillemets, hein, vous voyez, ce genre d'informations au travers de sessions de formation qui durent une journée, 2 journées. Et là, ça avait été extrêmement clair. J'en avais d'ailleurs été très surpris puisque la façon dont ça avait été signifié, c'était sous forme d'une question. À votre avis, quel est le pays au monde qui espionne le plus la France? Et eh bien, c'était l'Allemagne, loin devant les États-Unis qui n'étaient que huitième ou neuvième de mémoire. Vous voyez, donc c'est quand même très, très particulier. Hein, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que cette dernière, donc l'Allemagne, hein, ait essayé de passer devant la France par tous les moyens à sa disposition et les services français étaient bien au courant. Donc la question à se poser devrait être de savoir pourquoi les gouvernements successifs français n'ont rien fait contre cela. Vous voyez, hein, et on a encore rajouté avec le couple franco-allemand, etc. Si je passe maintenant à vos questions, hein, encore une fois, nous n'avons pas actuellement, ou nous ne nous donnons pas les moyens d'être indépendants. Hein, cela pourrait se faire au seul niveau français, c'est ce qui avait été tenté sous De Gaulle, Pompidou et en partie Giscard, hein, pour des raisons euh, que, je ne vais pas expliquer maintenant, mais il Oh, ouais. semblerait que les dirigeants, tous partis confondus, ne veuillent pas que la France et l'Europe maintenant soient indépendantes. Ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, même s'ils clament l'inverse. Hein. Mhm. Alors, si j'ai dit que la France pourrait être indépendante, en grande partie, si vous voulez, énergétiquement, il faudrait quand même une révolution complète, globale à l'intérieur. Pour l'Europe, c'est une autre histoire. Hein. L'Europe est mal placée pour être indépendante d'un point de vue énergétique. C'est pas possible pour certains pays de l'Est. La Hongrie, par exemple, qui l'a très bien compris d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait profil bas dans le conflit ukrainien. Et malheureusement, si la France, de mon point de vue, technologiquement et en termes de ressources, pourrait être indépendante énergétiquement, elle n'est pas capable à elle toute seule d'assurer l'indépendance du continent. Hein, ça, je pense qu'on n'aurait pas les ressources suffisantes. Mais pour la France, ça pourrait être suffisant. Pour ce qui concerne la coopération avec Moscou, il ne faut pas voir cela en termes d'indépendance, à mon avis. Hein. C'est plutôt un pont qui est jeté et qui pourrait perdurer au-delà des affres du conflit ukrainien. Et un jour, hein, lorsque l'intelligence aura à nouveau frappé les dirigeants européens et français en particulier, eh bien,
nous redeviendrons amis et alliés avec les Russes. C'est inéluctable de mon point de vue, en tout cas. Ils sont nos voisins, ils ont les mêmes racines civilisationnelles que nous. On ne voit pas pourquoi. Donc, encore une fois, quand l'intelligence aura frappé depuis le ciel un certain nombre de gouvernants, les choses redeviendront normales. Alors que la Russie honore toujours ses contrats, puisque ça fait partie du point que vous avez soulevé, elle m'étonne et j'ai du mal à m'expliquer pourquoi la Russie continue à le faire, d'autant qu'elle pourrait prendre des mesures en rétorsion des sanctions occidentales. J'ai deux options hein, de Ouais, ouais. réponse pour ça. Alors j'en ai une première qui est complotiste, que je vais vous donner parce que bon, je la trouve amusante. Poutine et ses seconds pourraient être à part entière au mondialisme en fait. Et la dispute ne porterait en ce qui concerne le mondialisme que sur la forme qu'il prendrait et la place de la Russie dans ce cadre. Et donc la Russie amènerait des gages comme quoi c'est sa vision qui serait la meilleure, car coûte que coûte, elle servirait les intérêts du mondialisme en empêchant que le monde ne s'écroule à cause d'elle. Donc elle fournirait, vous voyez, et elle se présenterait en concurrent des États-Unis dans ce cadre-là, parce que les États-Unis, eux, ils donnent des sanctions. Donc, un mondialisme géré par les Russes, où les Russes respectent les contrats, serait potentiellement meilleur qu'un mondialisme géré par les États-Unis. Bon, ça, c'est la première possibilité, complotiste encore une fois, mais qui m'amuse beaucoup. Ouais. Ensuite, la deuxième possibilité, ça serait une vision stratégique à long terme de la Russie, donc là plutôt militaire, je dirais, qui viserait à défaire l'Occident. Alors une analyse interne qui serait faite par des experts et qui montrerait alors qu'il serait plus bénéfique à la Russie de continuer à fournir le monde dans une guerre d'attrition globale contre l'Occident, pas seulement Ouais, ouais. contre l'Ukraine. Et inutile de dire que si ce rapport existe et qu'il a été pensé correctement, ben, je n'y ai pas accès. Mais enfin, c'est une possibilité que je verrai. Et enfin, je terminerai par cette longue réponse, par le dernier point qui concerne le président français que vous avez soulevé. Ben, je pense que les gens raisonnables en France, et je pense notamment à des militaires qui sont parus sur les réseaux sociaux, le colonel Hogar, les généraux pardon, Roure et Coustou, Oui. et d'autres, on dit ce qu'ils en pensent. Personnellement, j'ai écrit quelques articles sur le sujet et je les résumerai en un mot, indigence. Et quand je parle d'indigence, j'entends indigence intellectuelle et aussi morale. Bien. Alors, en terminant votre réponse sur cette question-là, avec cette phrase-là, vous me tendez la perche pour la question suivante. Justement, parce que la France, elle dépend à 75% du nucléaire. Et pour rendre justement le nucléaire et sortir de la mystification dans laquelle on l'a placé actuellement en parlant du nucléaire comme une énergie de transition, mais à une énergie durable. Et pour arriver à ce stade-là, il y a tous les moyens. C'est la fermeture du cycle du combustible, ce qu'on appelle la fermeture du cycle du combustible. Alors, on a l'électricité nucléaire durable impose justement, et pour le faire, impose la résolution de deux problèmes. La première question, c'est la gestion des déchets, c'est l'aval, c'est-à-dire après avoir utilisé les éléments combustibles, et puis les ressources. Et pour résoudre ce problème, les Français ont été les pionniers dans le développement des réacteurs à neutrons rapides et qui permettent justement et de consommer le plutonium, qui est le déchet le plus important dans les réacteurs à eau pressurisée thermique, et en même temps de produire eux-mêmes son combustible en transformant par absorption tous les isotopes de l'uranium 235 qui sont contenus dans les crayons combustibles aussi. Mais on constate que sur ce point-là, donc, si ça a été fait et qu'on était vraiment sérieux dans les déclarations sur la souveraineté énergétique, euh, normalement, cela doit être encore poussé loin et c'est ça qui va permettre de l'énergie pendant des siècles. Ça a été saboté. Donc, on a Jospin qui a saboté les Super Phoenix et puis Astrid saboté par Macron. Alors, comment expliquez-vous cela alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe, provoquée par la destruction des Nord Stream 1 et 2 et les sanctions occidentales, même les centrales à charbon, ont été rouvertes. Et puis, les déclarations sur la souveraineté européenne relève-t-elle de la communication dénuée de vision stratégique et de projets concrets?
Alors, j'ai terminé tout à l'heure la réponse de ma question précédente par un seul mot qui était indigence. Eh bien là, je vais vous répondre par un seul mot qui s'appelle, c'est trahison. Voilà, ça me permet de vous faire une réponse très courte, mais c'est, voilà. Après, si vous le permettez, j'aimerais ajouter quelques mots, hein. Il y a des solutions alternatives à la fermeture du cycle via les réacteurs à neutrons rapides, mais qui ne sont explorés par personne aujourd'hui. Donc, on peut, c'est désolant, mais c'est comme ça, comme toujours. Si vous voulez, il y a une doxa et on a du mal à en sortir. Bon, je vais me faire un peu de publicité en tant que PDG de Warpa. Si des gens sont intéressés, ils ont qu'à me contacter. J'ai des choses à proposer dans le domaine. Pour ce qui concerne les déclarations européennes d'indépendance énergétique, de mon point de vue, et là, on va toucher un autre aspect de la trahison qui est souvent lié à la corruption, n'est-ce pas? Elles ne sont là, à mon avis, hein, que pour justifier le renouvelable dont on nous rebat les oreilles et dont on parlera peut-être en deuxième partie, qui est source de profit indu pardon, pour la nomenclatura hein, qui nous gouverne en échange de ruiner les peuples. On le voit bien, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Ce n'est donc pas de la communication, mais bien une propagande à des fins d'enrichissement personnel. C'est là que c'est grave, de mon point de vue. C'est-à-dire que personne ne le dit, personne ne le dénonce, alors que ça devrait être la priorité des priorités en Europe aujourd'hui. Comme la France elle a abandonné les réacteurs en neutrons rapides, disons Oui. que c'est la technologie qui est disponible pour l'instant et qu'on connaît très bien. Alors que la Chine et les Russes sont très avancés. Et normalement, si on est sérieux encore une fois pour prendre un raccourci pour rattraper le temps perdu, c'est justement de maintenir cette relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors si vous voulez, pour nos spectateurs, nos auditeurs, les réacteurs à neutrons rapides, enfin les surgénérateurs, hein, ce qu'on appelle les surgénérateurs, fast breeder en anglais, sont des réacteurs qui brûlent les déchets et qui font 4% de déchets. Et une fois que les déchets ont été brûlés, on peut remixer les déchets au nouveau combustible. Alors il y a des déchets ultimes de fin de vie, enfin il y en a très peu. Et donc une étude des ingénieurs des mines là, en France du début des années 2000 montrait que si on utilisait les surgénérateurs au niveau mondial, hein, j'entends bien, à 10% de croissance de consommation électrique par an dans le monde, en tout électrique dans le monde en termes d'énergie, en imaginant qu'on n'utiliserait que de l'énergie électrique, la planète a des réserves connues sans prospection minière du tout pour 6500 ans de consommation. Absolument. D'accord? Donc, c'est colossal. Donc, ça veut dire, à l'échelle d'une civilisation, c'est une énergie infinie. On peut regretter qu'aujourd'hui, on fasse des guerres pour l'énergie, à droite, à gauche, d'accord? Et pour le pétrole, par exemple, ou le gaz, ce qui est scandaleux. Mais voilà la rupture. Alors, effectivement, vous l'avez dit, vous avez raison. Non seulement les Russes, je crois, ont un surgénérateur qui est déjà en fonctionnement. Si je Wow. me souviens mais je voudrais pas me tromper, mais il me semble qu'à partir de 2025, les Chinois vont sortir deux surgénérateurs. Ils vont exploiter deux surgénérateurs opérationnellement et qui sont deux surgénérateurs avec deux technologies différentes. Mhm. Donc, en fait, si vous voulez, quand on regarde, l'Est, entre guillemets, prend de l'avance sur l'Occident très nettement, avance technologique, avance industrielle et avance de développement, puisqu'on sait très bien que l'énergie est la source inconditionnelle du développement. Et d'ailleurs, moi, je rappelle que justement, les Américains eux-mêmes se lancent dans ça. Je rappelle que Bill Oui. Gates lui-même a créé une entreprise comme il voit que justement la fermeture du cycle, à moins si l'on développe une autre façon de faire, euh, est justement prometteuse pour le business. Il place d'ores et déjà les États-Unis dans cette voie-là. Cette seconde partie, nous, comme vous l'avez déjà annoncé d'ailleurs tout à l'heure, nous allons euh, la consacrer à la politique énergétique mise en place verte, mise en place par l'Union européenne. Mais moi, je le fais comme ça parce que nous avons commencé par brosser le tableau justement de tous les dangers de manque de souveraineté énergétique, à laquelle on rajoute une couche qui est celle je vous laisse faire le commentaire. Moi, je veux juste vous donner les données. Bon, alors, dans un rapport d'impact, donc,
en partant de ce problème-là de souveraineté énergétique, hein. Donc, dans un rapport d'impact dont le Financial Times s'est procuré une copie, la Commission européenne estime que pour atteindre l'objectif de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, puis de 100% à l'horizon 2050, l'Europe devra investir, tenez-vous bien, 1500 milliards d'euros par an à partir de 2031 jusqu'à 2050. Alors, le rapport affirme que le coût de l'inaction, voilà, serait bien plus élevé. En effet, il explique que le rapport, conformément à l'accord de Paris de 2015, le plan européen permettra d'économiser 2400 milliards d'euros de dommages liés aux événements climatiques extrêmes. Et puis, notons que ce chiffre démentiel, passez-moi l'expression, va à l'encontre de toutes les projections du GIEC et qui reste au demeurant fort inférieur à 1500 milliards par an pendant 20 ans, pendant 20 ans, et ce qui veut dire c'est 30 000 milliards d'euros durant ces 20 ans. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je vais vous répondre d'une façon très courte et si vous me le permettez, je vais faire référence à Charles Gave, qui est un économiste qui est connu. En tout cas, il a une chaîne avec l'Institut des libertés, une chaîne YouTube. Je vous enverrai, si vous êtes intéressé, d'ailleurs, Oui, je le la connais, je vidéo, le le suis lien toujours. sur la vidéo, hein, d'accord, Oui, et dans laquelle il cite ces chiffres. Et il cite bien d'autres choses, d'ailleurs. C'est une vidéo très intéressante qui dure à peu près 1 heure. Il y a 20 ans, 80% de l'énergie consommée dans le monde venait des énergies fossiles. oui. D'accord? Depuis, le monde entier a investi 7000 milliards d'euros pour faire du renouvelable. Donc, on parle d'éolien et de panneaux Sans, solaires. Alors, sans Charles faire Gave appelle, avancer quoi que ce soit. Mais voilà. Donc, Charles Gave appelle ça les miroirs magiques et les moulins à vent. Mais chauffé bon, en ça une autre histoire. électronique. Voilà. Eh bien, après 7000 milliards d'euros d'investissement et 20 ans, on est toujours à un mix énergétique de 82% d'énergie fossile dans le monde. Oui, Voilà, absolument. donc ça donne une idée de l'efficacité de ce système-là. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, un système de corruption, on ne peut pas le qualifier autrement, qui se fait au profit d'une caste qui emmène sa population à la misère. Bien. Voilà. Mais alors, moi, je me permets quand même de faire une toute petite comparaison pour que les gens aient bien en tête cet ordre de grandeur et de quoi parlons-nous exactement. Alors, sachons qu'un EPR 2, la dernière génération de réacteurs nucléaires qui est mis au point par le EDF, Framatome et ainsi de suite, de tout le complexe nucléaire français, coûte, selon les dernières estimations, hein, avec beaucoup de changements et tout, 11 milliards d'euros pour une puissance électrique de 1,66 gigawatts électriques. On a, alors, en investissant 1500 milliards d'euros, c'est-à-dire une année, on prend ce qui est prévu sur 20 ans, on investit juste sur une année dans la construction de réacteurs EPR2, on pourrait construire 137 réacteurs de type EPR2 pour une puissance électrique totale de près de 228 gigawatts électriques, c'est-à-dire totalement décarboné, il faut bien le rappeler et le souligner 1000 fois, soit 78 gigawatts électriques de plus que les 150 gigawatts électriques que les 207 centrales électriques au charbon de l'Union européenne totalisent. C'est-à-dire qu'en investissant une seule fois, on ferme toutes les centrales à charbon et on a un gain de 78 gigawatts électriques. Alors, aussi, est-ce raisonnable d'investir 30 000 milliards de dollars? Quand on nous voit cet ordre de grandeur, on pourrait fournir l'électricité pour le monde entier. Dans le monde entier, on va leur demander d'arrêter le pétrole, le gaz, le charbon, dont les énergies vertes, solaires et éoliennes, et qui sont intermittentes, moins efficaces. Et n'est-ce pas un suicide économique au vu de l'inflation galopante causée en bonne partie par le coût élevé
de la transition énergétique. Alors, vous l'avez dit, hein, le mot clé là-dedans, enfin, un des mots clés, c'est pas le seul, mais c'est le mot intermittent. Peut-être vaudrait-il la peine de revenir un petit peu sur un peu l'histoire de l'humanité depuis on va dire, le 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle, l'humanité a vécu sur les cycles naturels. Et donc, en fait, elle puisait son énergie dans la nature. Et Mhm. les mauvaises années, ben, il y avait des mauvaises récoltes, il pouvait y avoir des famines, et il pouvait, s'il y avait des sécheresses, c'était pareil, en fait, etc. Donc l'homme s'est extrait de la dépendance de la nature en finalement en creusant le sol, en ayant des activités minières pour obtenir des matières premières, mais minières aussi pour obtenir l'énergie. Donc le charbon dans un premier temps, le pétrole, le gaz et l'uranium si on parle du nucléaire. Au cours de toutes ces siècles et ces années, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, donc quand l'homme a découvert le feu, ben, c'était le bois. Donc ensuite, il y a eu le charbon. Donc dans 1 kilo de charbon, il y a plus d'énergie que dans 1 kilo de bois. Puis dans 1 kilo de pétrole, il y a plus d'énergie que dans 1 kilo de charbon. Dans 1 kilo de gaz, contrairement à ce que pourrait penser un certain nombre de personnes, il y a plus d'énergie, 10% de plus que dans 1 kilo de pétrole. Et dans 1 kilo d'uranium, j'en parle même pas. Alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Et si on parle des surgénérateurs comme tout à l'heure, c'est encore 1 million de fois plus qu'une centrale nucléaire traditionnelle. Donc ça donne une idée de la progression. Et donc ce qui est important dans cette vision historique, c'est la concentration de l'énergie que ça donne et ce qu'est en train de faire, ce que veut faire l'Union européenne et la France en particulier, c'est de déconcentrer l'énergie et de revenir à une humanité qui va dépendre des cycles naturels pour sa survie. Mais c'est de la folie totale. Alors là, pour le suicide, on y est. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle judicieux hein, avec la loi en France. Hein, je parle sur l'euthanasie. Aujourd'hui, en France, vous avez trois choix dans la vie. Le suicide avant de naître, c'est l'avortement. Le suicide financier, si vous êtes actif, et l'euthanasie. Alors, quand je dis suicide financier, je parle de ce qu'on vient de parler là. C'est carrément une culture de la mort, ça. Voilà. Et l'euthanasie, si votre coût pour la société commence à être jugé insupportable. Vous voyez, voilà la belle civilisation qu'on nous propose. Donc tout va bien, hein, entre guillemets. Et par ailleurs, cette transition avec laquelle on nous rebat les oreilles encore une fois, est une arnaque anti-scientifique, hein, qui est qui est liée à la thèse du réchauffement climatique. Donc la thèse du réchauffement climatique, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'il va y avoir un effet de serre, alors qui devrait s'appeler forçage radiatif d'un point de vue scientifique, en fait, à cause du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors il faut savoir que déjà le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est 0,004%. Mhm. Donc ça commence à pas faire beaucoup. On a un système qui est le système du climat, qui est un hypersystème. Et si vous faites un système même artificiel, donc simple, fait par l'humain, et si votre système peut tomber en panne parce que vous auriez un paramètre il faudrait qu'il varie de 4 pour 1, enfin 0,04%. Si vous avez un paramètre qui varie de 0,04%, alors votre système tombe en panne. Ben, c'est que vous êtes un mauvais ingénieur. Mhm. Ben, voilà. Donc le grand ingénieur avec un grand I, si vous voulez, il a dû penser la planète un peu mieux, d'autant que on a des traces des paléoclimatiques, si vous voulez, qui montrent que comment dire, la teneur de gaz carbonique était incomparablement supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. On est dans un bas historique en réalité. Qu'il y a eu des périodes où il faisait plus chaud et où la planète s'en est pas plus mal portée. Donc, si vous voulez, il y a une grosse arnaque autour de ça. Par ailleurs, il faut savoir que cet effet de serre qui est donné par le GIEC et autres organismes, euh, qui est forçage radiatif, encore une fois, c'est pas vraiment l'effet de serre. Ça fait 200 ans qu'on essaie de le reproduire en laboratoire et on n'y arrive pas. Donc vous avez des gens qui font une théorie économique, physique d'un modèle climatique avec quelque chose qu'on n'arrive même pas à reproduire sous forme d'échantillon en laboratoire. C'est vraiment l'arnaque totale, quoi. Enfin, bon. Vous voyez, et par ailleurs, regardez bien, si vous regardez un petit peu les températures à droite à gauche, cette thèse du réchauffement climatique, de par l'effet physique qui est appelé, explique que les températures vont transiter vers le haut globalement, hein, puisque le gaz carbonique se répartit sur toute la planète.
Ah oui. Et aujourd'hui, si vous regardez le climat mondial ou la météo mondiale sur un certain nombre d'années, eh bien, vous avez des endroits qui se réchauffent, c'est vrai, mais vous en avez d'autres qui se refroidissent. On n'en parle jamais au Ah passage. oui. Ça, c'est pas compatible avec la thèse du réchauffement. Ça devrait se réchauffer partout, Oui. bon, etc. Donc, vous voyez, enfin, il y a des D'accord. incohérences totales. Si je puis me permettre, je donnerai une référence qui a été un livre écrit par un chercheur du CNRS, 42 ans de climatologie, et qui s'est pas autoproclamé climatologue, lui, contrairement à d'autres, euh, qui s'appelait Marcel Leroux, qui a écrit un livre en 2004, qui est en anglais, qui s'appelle Climate Warming, Myth or Reality, point d'exclamation, et Je l'ai lu. qui n'a pas vieilli. Je l'ai lu. Il est Qui n'a pas justement vieilli. accessible. Il est accessible gratuitement sur ResearchGate, le site ResearchGate. C'est un livre vraiment une Bible Absolument. justement de la climatologie. Alors moi, Bien. je connaissais personnellement Marcel Leroux, donc il est décédé malheureusement, mais c'était un grand climatologue. Il faut savoir, puisque c'est lui qui me l'avait dit, il a commencé par être météorologue en Afrique pendant 20 ans, et que pendant ces 20 ans, il passait ses week-ends à faire de la voile, et il essayait d'aller le plus loin possible, mais il fallait qu'il soit rentré le lundi matin à 8 heures pour travailler. Et Ouais. c'est comme ça qu'il a mis au point ses modèles, ses propres modèles climatiques. Et donc, non seulement c'est un grand climatologue, mais c'est un climatologue qui est expérimental. Il a vécu son affaire, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui est raisonnable et qui sait de quoi il parle, à l'inverse des autres qui regardent des écrans d'ordinateur plutôt que de regarder le ciel. Et je reprends là une de ses expressions. D'accord. Donc, Bien. Alors, mais avant de passer à la troisième question, et la dernière question, parce qu'elle concerne beaucoup les pays africains. J'aimerais bien donc souligner ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'un kilo de bois n'est pas équivalent, c'est-à-dire l'énergie qui est tirée d'un kilo de bois n'est pas équivalente à l'énergie qui est tirée d'un kilo de charbon, n'est pas, et un kilo de charbon donne une énergie qui n'est pas équivalente à celle d'un kilo de pétrole et celle d'uranium. Bien. Parce que c'est une idée fondamentale que vous soulignez ici, François Geneste, parce que justement, ceux qui promeuvent cette histoire-là des énergies renouvelables vertes, ils n'expliquent pas aux gens qu'une calorie du solaire n'est pas équivalente à une calorie de nucléaire. Ce n'est pas la même chose. D'un point de vue de la dynamique physique, ce n'est pas la même chose. Parce que, par exemple, je donne l'exemple, un exemple. Supposons on peut faire voler un avion, un grand avion avec 100 000 calories de kérosène. Euh, un défenseur de l'énergie renouvelable, il va vous dire, attendez, par exemple, on peut obtenir cette énergie, 100 000 calories, en brûlant du bois, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut faire voler un avion en le chargeant avec du bois? On ne peut pas, parce qu'on sera obligé de concevoir un réservoir qui dépasse avec des dimensions énormes l'appareil en question à faire voler, ce qui veut dire que l'avion ne décollera jamais. Donc, ça, il n'est pas dit aux populations, notamment africaines, à qui on essaye de vendre justement les énergies vertes, solaires et éoliennes, mais en même temps, avec ça, l'hydrogène. Alors, ma troisième question. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, la COP26, avait annoncé 8,5 milliards de dollars pour soutenir un partenariat pour une transition énergétique juste de l'Afrique du Sud, visant à développer de nouvelles opportunités économiques telles que l'hydrogène vert. L'hydrogène vert. Et en février 2022, l'Afrique du Sud a annoncé un plan de construction d'un pipeline d'hydrogène vert d'une valeur d'environ 17,8 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Et de même, on a le Kenya, le Maroc, le Nigeria sont aussi intéressés par ce genre de choses. L'Algérie, quant à elle, a annoncé un plan d'investissement de 25 milliards de dollars dans l'énergie verte. Alors, partons du fait que beaucoup de pays, François Geneste, occidentaux, ont décidé d'investir massivement dans la production de l'hydrogène vert et qui, je le rappelle, pour qu'il soit vert, il faut qu'il soit produit avec l'énergie solaire ou éolienne.
Les médias mainstream parlent d'une course mondiale pour développer cette ressource, soulignant que pour une fois, l'Afrique est sur la ligne de départ avec les pays développés. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Alors, ma réponse va être assez complexe, hein. Effectivement, l'hydrogène vert va être obtenu par électrolyse de l'eau bon, avec pour source électrique donc les éoliennes et les panneaux solaires. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça ne marchera jamais pour tout un tas de raisons techniques qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais ni les panneaux solaires ni les éoliennes ne sont acceptables. En revanche, si on met en place de l'énergie nucléaire, de surgénération de surcroît, hein, comme on Oui, en a oui, parlé tout à l'heure. Alors là, ça, c'est un point, enfin, de mon point de vue, qui est important. Le oui, nucléaire va permettre de produire suffisamment d'hydrogène pour se substituer aux hydrocarbures pour ce qui concerne le fait de les brûler. Parce oui, qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est en train de gâcher une ressource, de mon point de vue, en tout cas, chimique, qui sont les hydrocarbures utilisés à des fins de pétrochimie. Les hydrocarbures à fin de pétrochimie ont, comment dire, n'ont pas de substitut en réalité. En revanche, pour tout ce qui est carburant, si on pouvait les remplacer par exemple par de l'hydrogène, ça me paraîtrait une bonne idée. Et donc, on brûlerait autre chose que les hydrocarbures, parce que les brûler, pour moi, c'est la façon la plus bête de s'en servir. On garderait pour la pétrochimie, vous savez, tout ce qui est fibres de carbone, enfin, etc. Aujourd'hui, et dans la vie quotidienne, tous les plastiques, en fait, etc., viennent des hydrocarbures. Donc, c'est un peu dommage de les gaspiller en les brûlant. Ça, c'est un avis personnel, hein. Donc, l'hydrogène deviendrait alors un facteur d'indépendance énergétique pour les histoires de propulsion, par exemple, pour les moteurs, et non pas chimique, hein, puisque, encore une fois, on aura besoin d'hydrocarbures pour la chimie, mais pour tout ce qui est transport, on pourrait utiliser l'hydrogène dans pas mal de cas. Alors, pour les avions, j'en suis pas sûr, mais pour l'automobile, les camions, etc., il y a les bateaux, ça pose pas de problème a priori. Euh, donc, euh, euh, donc dans la mesure où les pays qui feraient ce choix, d'accord, d'utiliser l'hydrogène, donc, pourraient obtenir leur matière première fissile via la filtration d'eau de mer, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. L'avantage de la surgénération, c'est que la ressource primaire devient l'eau de mer. Si vous voulez, vous allez dans l'océan, oui. vous mettez un filtre et vous récupérez l'uranium qui va vous permettre de faire de la surgénération et d'alimenter votre centrale nucléaire, en gros. Alors j'exagère un tout petit peu, mais pas énormément. Donc ça permet là, pour le coup, l'indépendance énergétique, encore une fois, et pas forcément l'indépendance chimique. Donc ça, c'est l'enjeu, si vous voulez, mais on peut facilement imaginer que certains intérêts, hein, notamment basés outre-Atlantique, sont vent debout contre ça, hein, et donc ils feront tout pour l'empêcher. Alors dans ce cadre, hein, la prise d'influence russe en Afrique, hein, qui semble dessiner un virage nucléaire pour le Sahel notamment, est une bonne nouvelle pour cette partie du continent. En tout cas, moi, je le considère. Et a posteriori, on peut se demander quand même quels intérêts ont imposé à la France de ne pas proposer un tel développement à ces pays quand il était encore temps, sachant que Oui, la France a été un leader mondial du nucléaire, si vous voulez. Donc absolument. ça, je suis abasourdi par ça, quoi. Enfin bon, si on était dans un régime normal en France, ben, des têtes devraient tomber. Mais dans un pays où la soi-disant élite est intouchable, ben, ça ne se produira jamais, malheureusement. Voilà. Mais vous voyez clairement, Donc, pour vous, François Geneste, oui, euh, cette idée-là de faire de l'électrolyse avec l'énergie solaire, parce que, comprenons bien, parce que ici, l'hydrogène, il est conçu comme une matière qui va, soi-disant, garantir une forme de stockage de l'énergie quand il y a un excès pour le solaire et éolienne pour pallier à l'intermittence. Voilà comment c'est conçu. Donc, pour vous, parce que c'est ça qu'on est en train de vendre aux pays africains en leur disant, vous avez oui, du oui, soleil, ne vous inquiétez pas. Mais moi, ma question est simple. Si j'étais, moi, je suis un citoyen africain, je vais me dire, l'Europe cherche à être indépendante énergétiquement. Et elle dit que ce créneau-là est très, très intéressant. Moi, ma question est simple. Pourquoi ils ne le font pas chez eux? Pourquoi ils veulent sortir, être souverains et confier encore une fois leur énergie à quelqu'un, à une tierce personne? oui, enfin, si vous voulez, au niveau européen, regardez, enfin, on a investi des milliers de milliards d'euros dans des parcs éoliens et, comment dire, et solaires qui donnent rien, d'accord?
Donc, la France a réussi à faire valoir au niveau de l'Union européenne que le nucléaire était vert, ce qui est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'il est complètement vert ou pas? Là, il y a des nuances, semble-t-il, que je ne connais pas. En tout cas, Mais c'est si vous l'énergie la voulez, plus décarbonée oui, euh, oui. par rapport aux autres. Pour le nucléaire, si vous voulez, ben, pour moi, c'est l'avenir de l'Afrique, il passe par le nucléaire, entre autres, hein, et bien entendu, les pays qui ont des ressources personnelles, enfin, je veux dire, minières, en pétrole, etc., il est normal qu'ils utilisent leur pétrole, mais quand même, le nucléaire est irremplaçable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la concentration d'énergie dans un kilo d'uranium utilisé en surgénérateur, si vous voulez, c'est incomparable avec un kilo de bois, de charbon ou même de pétrole, hein. Mhm. Donc voilà, enfin je veux dire, enfin pour moi c'est irremplaçable. C'est vraiment l'énergie de l'avenir et à l'échelle d'une civilisation, puisque encore une fois, hein, il y a pour 6700 ans de réserve dans le monde. Et donc voilà, on n'en manque pas pour longtemps. Et à 10% de croissance par an. D'accord. Donc il faut que l'Afrique développe son nucléaire. Et après, encore une fois, alors il y a un point quand même, si on prend l'automobile, si on prend l'automobile, on pourrait faire des moteurs comment dire, à énergie nucléaire, hein, à uranium. Bon, après, il y a des risques de prolifération, etc. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et donc, faire des moteurs à hydrogène pourrait être un substitut, si vous voulez, pour les voitures. D'ailleurs, ça marche déjà. Vous avez deux types de moteurs à hydrogène pour les voitures. Vous avez des piles à combustible. Alors, ça coûte cher, c'est pas très fiable, enfin bon, etc. Mais on peut penser que ça finira par s'arranger. Parce qu'au niveau du réservoir, mettre 3 ou 4 kilos d'hydrogène dans une voiture, ça pose pas vraiment de problème aujourd'hui, pressurisé à 700 bars. Et ensuite, je crois que c'est BMW, enfin, il y a quelques constructeurs allemands notamment qui préparent des moteurs hydrogène thermique. Mhm. Et bon, bah, ça marche. Je veux dire, quand on parle d'aviation, je vous ai parlé d'aviation tout à l'heure, où je crois pas trop à l'avion à hydrogène, voire même pas du tout. Mais c'est pas parce que les réacteurs ne marchent pas à l'hydrogène. Les premiers qui ont fait voler un réacteur à hydrogène sont les Russes, en 1980 de mémoire, enfin les Soviétiques. Euh, le problème de l'hydrogène, c'est dans un avion, c'est son stockage sous forme liquide ou comprimée, etc. Et avec le poids des réservoirs et tout un tas d'autres problèmes enfin, qui sont spécifiques à l'aéronautique, qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Donc, si vous voulez, actuellement, voilà, je pense que Température c'est pas aussi. Et possible. la température Pardon? aussi. Et la température aussi. Alors, Surtout. si vous voulez, il y a deux types de stockage. Soit on stocke l'hydrogène à 700 bars comme dans une voiture, mais il faut savoir que comment dire, l'hydrogène dans un réservoir comme ça ne peut représenter que 5% du poids total du réservoir rempli. Mhm. Donc, si vous devez mettre, comment dire, 10 tonnes d'hydrogène, vous divisez ça par 5% et ça va vous donner une idée de la masse de, de rien que du réservoir. Donc l'avion ne peut pas décoller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on prend de l'hydrogène liquide, là, à ce moment-là, le problème, c'est qu'il est à moins 252 ou 3 degrés. Et en étant à cette température-là, ben, comment dire, d'abord, il va s'évaporer à très grande vitesse. Et imaginez, vous êtes sur le tarmac de l'aéroport, vous avez votre réservoir, c'est en train de s'évaporer, et pour une raison ou une autre, il y a un problème sur la piste, vous ne pouvez pas partir, vous êtes là, vous ne pouvez pas consommer votre hydrogène. Qu'est-ce que vous en faites? Il est en train de s'évaporer. Mhm. Je prends cet exemple, il y a plein d'autres problèmes avec ça. Et par ailleurs, ce que ne savent pas trop les gens non plus, c'est que quand on regarde la résistance des matériaux, les matériaux, quand on les met au froid, deviennent très fragiles. Donc, quand vous allez mettre la structure de l'avion à moins 200, moins 250 degrés, eh bien, le moindre choc, ça va se casser. Ça va se Donc, quand casser. vous allez atterrir, par exemple, vous allez casser votre structure, vous voyez. Mhm. Et on n'a pas on n'a pas développé de matériaux qui sont solides et à la fois légers pour l'aéronautique qui permettent de résister à ça, quoi. Alors, si j'ai bien compris, Jean-François Geneste, euh, l'idée de l'hydrogène comme carburant, par exemple, pour les voitures, pour les camions, pour le transport, en remplacement des hydrocarbures, c'est une très bonne idée à condition qu'il soit que d'alimenter l'électrolyse, le processus d'électrolyse
pour produire de l'hydrogène soit fait avec le nucléaire, pas avec Absolument. l'énergie solaire ou éolienne. Si vous me permettez, Oui, oui, allez-y. j'avais publié un petit article en 2021 et j'avais fait des calculs. Donc, regardez, alors c'est plus facile à comprendre si je prends des panneaux solaires, mais avec les éoliennes, c'est pareil, hein. Quand on prend des panneaux solaires, parce que les gens en salle, il y en a certains qui ont des panneaux solaires sur leur toit. Donc, quand on a 20% de rendement soleil-électricité, on est déjà bon, on a déjà des bons panneaux, d'accord? Il Mhm, faut savoir qu'un électrolyseur a un rendement de 40%. Et ensuite, quand vous allez transformer votre hydrogène, et je fais fi des fuites, des choses comme ça, des problèmes de transport, quand vous allez vouloir transformer votre hydrogène en électricité, vous trouverez au mieux un moteur thermique qui va vous avoir un rendement de 50%. Vous avez donc une chaîne 20% multiplié par 40% multiplié par 50%. Vous obtenez un rendement de 4%. D'accord? 4%. 4%, ouais. C'est-à-dire que votre système de panneaux solaires qui va vous produire de l'électricité, mais différé avec un stockage temporaire sous forme d'hydrogène, c'est un rendement de 4% au mieux aujourd'hui. Mieux. Ouais. Si vous faites du nucléaire, avec du nucléaire, alors on prendrait un électrolyseur à haute température, d'accord, donc à 800 degrés, parce qu'on a la chaleur du réacteur à côté de soi. Donc on va en profiter. Et Oui. donc le rendement des électrolyses passe de 40 à 70%. Et comment dire, et une fois que vous voudrez transformer votre hydrogène en électricité, a posteriori, ça sera 50%. Mais voilà, c'est tout. Donc vous avez une chaîne à 70% multipliée par 50%, ça vous fait 35%. Donc la différence entre un système à base de panneaux solaires et ou d'éoliennes et un système à base de nucléaire, c'est 4% de rendement global pour le système solaire et 35% pour le système à base de nucléaire. Et Mhm. j'avais même fait en 2021, puisque j'avais repris cet article-là en prévision de votre interview, euh, j'avais regardé avec un système comme ça, donc avec du nucléaire, à combien reviendrait l'équivalent d'un litre d'essence en termes d'énergie et reconverti en hydrogène, hein, d'accord? Donc, je ne Oui. sais plus combien il faut d'hydrogène, mais eh bien, on arriverait à un litre d'essence à partir de nucléaire qui reviendrait à 22 centimes par litre et sans dépendance aux pays producteurs de pétrole, vous voyez? Donc, vous voulez dire 1 litre d'hydrogène comme Alors, non, non, c'est pas carburant. un litre d'hydrogène, je dis l'équivalent de Ah, l'énergie qu'il y a dans l'équivalent, un litre d'accord. d'essence. Mhm. D'accord? Si vous faites votre plein, peu importe que ce soit en hydrogène ou pas, mais si vous faites votre plein en hydrogène, en termes d'énergie, donc s'il vous faut par exemple, je sais pas, 5 litres pour faire 500 km, allez, on va dire, Mhm. eh bien, ça vous revient à 5 fois 22 centimes, hein. Voilà, c'est-à-dire pas bien cher. Ouais. D'accord, D'accord? d'accord, Voilà ce à quoi on arriverait. Donc, d'accord. qui est quand même intéressant. Et aujourd'hui, on s'en prive parce que les gens sont obnubilés par ces histoires d'éoliennes, de panneaux solaires, qui par ailleurs polluent énormément pour leur construction, etc., hein. Enfin, ne D'accord. rêvons pas. Jean-François Jeunesse, je vous remercie pour cet entretien et pour tous ces éclairages. J'espère que nous avons réussi à montrer un peu toutes les facettes de ce problème-là et, et la bonne voie parce que il me semble ce qui manque beaucoup actuellement chez les décideurs politiques, c'est l'instruction. C'est l'instruction scientifique et technique sérieuse des dossiers politiques et pour préparer la décision politique. Et malheureusement, c'est l'idéologie qui a pris place. Donc, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.